Déjà, on voulait tout simplement vous remercier d'être tous présents et je voulais tout simplement vous déjà présenter l'équipe qui est présente. Donc vous avez, France qui fait partie donc du réseau, ambassadeurs métiers. Vous avez, Sandrine Tardieu qui est là, qui fait partie de l'équipe aussi de la direction de l'orientation. François Castaille qui est à l'ONICEP, voilà. Et ensuite, on a nos 3 intervenants. Alors, je ne vais pas les présenter tout de suite parce que France va le faire après. Mais en tout cas, ils sont venus vous présenter 3 métiers différents. Alors, avant de commencer, moi, je voulais juste vous parler très brièvement des ambassadeurs métiers parce que ce webinaire, alors excusez-moi pour ceux qui étaient déjà là au premier, c'est une petite redite, mais c'est quand même important pour ceux qui assistent pour la première fois de savoir que ce dispositif existe. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif qui permet de mettre en relation des professionnels avec des personnes qui sont en quête d'orientation comme vous, hein, ou bien des personnes qui sont en reconversion. Donc voilà, donc ça permet, vous allez sur la plateforme ambassadeurmétier.fr et vous avez juste à remplir un petit formulaire et dire voilà, moi j'aimerais bien rencontrer un UX designer, un coiffeur, enfin n'importe quel métier et nous on vous met en contact, on fait une visio. Et après pour les professeurs, sachez que on peut aussi intervenir dans vos classes sur une thématique, faire découvrir plusieurs métiers. Enfin, ça, on le travaille avec vous. Donc, il y a juste à aller sur la plateforme. Voilà, donc ça, c'était une petite introduction et on a donc décidé de mettre en place ces webinaires pour pouvoir ensuite, j'ai envie de dire, être force de proposition, vous proposer d'autres métiers, des métiers que parfois, vous ne nous demandez pas forcément. Et donc, tous les mois, on aura une nouvelle thématique. Voilà, donc on a fait le mois dernier sur les animaux et cette fois-ci sur la santé. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. France, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? Oui. Eh bien, je vous laisse la parole. Donc, vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi nous avons choisi ce thème de la santé. Alors, ce thème, tout simplement parce que beaucoup d'élèves s'y intéressent. Donc, vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui des métiers totalement différents de la santé. Vous avez la chance d'avoir 3 professionnels, je dirais même 3 super professionnels, qui vont pouvoir vous parler de leur métier passion. Ils vont répondre à vos questions et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, poser des questions dans le chat. Donc, dans les 3 intervenants, nous avons Stéphane, qui peut lever la main pour nous faire un petit coucou, accompagnant autonomie des seniors, car manager et surtout expert en autonomie. Nous avons Jérémy, ambulancier. Nous avons Alexandra, aide-soignante. Et je vais aussi vous présenter donc François, qui est responsable accompagnement pédagogique de l'ONICEP Nouvelle-Aquitaine et qui pourra répondre à vos questions sur toutes les formations. Donc maintenant, nous allons démarrer par le premier intervenant qui est Stéphane. Stéphane, vous allez découvrir son métier que vous connaissez certainement pas. Il est là excusez-moi. Il est là pour trouver une solution idéale pour les seniors et leurs familles. Stéphane, faites-nous découvrir votre métier, en quoi il consiste et quel est votre quotidien. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc je m'appelle Stéphane Petitjean. J'ai une société qui s'appelle Expert Autonomie, qui existe depuis 5 ans. À la suite d'une vingtaine d'années d'expérience en EHPAD, en fait, j'ai été directeur DRH et directeur en EHPAD. Et en 2020, j'ai attaqué un nouveau service qui est assez innovant dans le métier de la santé. Je suis le conseiller des familles et des seniors en perte d'autonomie. Pour les diriger, les accompagner surtout, pour mettre en place des solutions très personnalisées par rapport à leur projet de vie. Chaque personne a un souhait en fait pour bien vieillir. Soit ils veulent rester à domicile, soit ils veulent aussi changer de lieu de vie, que ce soit une résidence senior ou un EHPAD ou autre. Il y a d'autres solutions aussi. Donc moi, je suis là en fait pour vraiment apporter des solutions qui vont leur convenir par rapport à leur histoire de vie,
par rapport à leurs attentes, à leurs contraintes. Voilà, je suis un véritable accompagnant. Je me déplace au domicile des seniors la plupart du temps pour justement bien comprendre leurs attentes et en fonction de mes possibilités et des solutions qui existent sur Bordeaux notamment, je vais leur proposer la meilleure solution pour eux. Voilà un petit peu mon métier. Je travaille. Mon quotidien, le matin, il est essentiellement prise de rendez-vous et parce que bon, voilà, les seniors, c'est un peu compliqué le matin, donc je vais plutôt leur rendre visite l'après-midi. Donc en matinée, je passe du temps au téléphone à prendre des rendez-vous, à téléphoner, à contacter surtout des différents partenaires aussi avec qui je peux travailler. Et ensuite, l'après-midi, je me rends au domicile des seniors que j'accompagne pour voir si tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent fonctionne bien, mais également pour voir si leurs besoins évoluent, puisque une dépendance peut évoluer malheureusement dans le temps. Voilà. Stéphane, on a une question de Jade du lycée Loustal qui demandait quels sont vos horaires de travail et Henri demande quel matériel utilisez-vous le plus? Alors, mes horaires de travail sont extrêmement larges puisque je m'adapte aux horaires des seniors. J'ai créé mon entreprise, donc je travaille pour moi-même, mais mon amplitude d'horaire est extrêmement large. Je commence en général à 9 heures, mais je suis au téléphone à 8 heures, devant mon téléphone à 8 heures le matin, et je peux être en rendez-vous jusqu'à 20 heures, 21 heures, ça reste à la marge, c'est extrêmement rare, et je peux travailler également le week-end. Ok. Juste une petite précision, vous pouvez poser des questions via le chat. Sandrine, qui est là, va s'occuper du chat. Hein. Merci Sandrine d'ailleurs. Et donc n'hésitez pas à poser des questions et on essaiera d'y répondre en direct ou à la fin, en tout cas. Hein. Merci Stéphane. Est-ce que oui? Avec une seule question sur mes amplitudes, c'est ça ou Alors après, on avait une autre question qui était de Dimitri, alors qui demandait êtes-vous en contact direct avec les patients comme une infirmière? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes… Alors, ce n'est pas des patients pour moi, c'est des bénéficiaires, c'est des seniors. Oui, je suis en contact avec les infirmières, les kinés. En fait, je suis en contact avec tous les professionnels qui gravitent autour des seniors par rapport à cette dépendance. Et alors moi, j'ai une question, ce ne sont que des seniors? Oui. Vous ne faites pas, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas, juste une perte d'autonomie, quelle qu'elle soit? Non, c'est que seniors. Si on parle de perte d'autonomie pour des personnes plus jeunes, en fait, on parle de handicap. D'accord. C'est une activité que je n'aborde pas, en fait. Je Ok. ne m'occupe que des seniors. Mais ça peut faire partie du métier, enfin, comment dire, d'une mission d'un care manager? En fait, mon métier peut être complètement transposé dans le milieu du handicap. C'est un choix. Mais en ce qui me concerne, au vu de mon expérience professionnelle qui ne concerne que le monde des seniors, je suis resté dans cette logique. Ok. Sandrine, il y a une question dans le chat et je pense que ce serait intéressant que Stéphane y réponde. Oui, La tout à première fait. question. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier qui est une question du collège de Montendre? D'accord. En fait, en 2019, j'ai arrêté mon métier de directeur d'EHPAD et j'ai réfléchi en fait à une activité qui me correspondait peut-être le mieux et ensuite mettre à disposition mon expertise au bénéfice des seniors en perte d'autonomie. Quand il y a une dépendance qui intervient dans les familles, souvent les enfants sont un petit peu démunis de solutions. Je me suis aperçu que j'avais, moi, en fonction de par rapport à mon expérience, toutes ces solutions à portée de main. D'accord. Ok. Stéphane, est-ce que donc, si on résume, alors le problème, c'est que je ne sais pas si vous voyez mon document, je n'arrive pas à le partager. C'est bon, on le voit. Tu le vois là à l'affiche? Oui, oui. Ok, oui. Super. Non, quand je remets en… Je n'arrive pas à le… Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct, hein, excusez-moi. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Donc, Stéphane, donc les activités, donc on a gestion administrative, ce qui est quand même un gros… je pense que c'est un gros pôle pour vous. Et tout ce qui est rendez-vous, donc il y a un gros côté relationnel.
Exactement. Moi, je fais de la proximité, c'est-à-dire que je me rends en permanence au domicile des seniors. Donc, il y a cette nécessité d'être disponible aussi, très réactif dans mon métier, pour que je puisse répondre aux besoins des seniors. Souvent, ils ont ce sentiment qu'il y a une urgence. Ce n'est pas souvent une urgence, mais en tout cas, il y a un vrai besoin d'écoute. C'est pour ça que je suis assez réactif par rapport à leurs demandes. Mais merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir Avec grand plaisir. renseigné sur ce nouveau métier, parce qu'on peut dire que c'est un nouveau métier. Oui, alors, pour dire là-dessus, parce qu'il y a une question, c'est quelles études sont nécessaires On va aujourd'hui? l'aborder juste à la fin, tout ça. Ok. Si c'est juste parce que comme ça va être sur les formations, on a un gros bloc formation avec François. On va passer à notre prochain intervenant, France. Donc, Jérémy, alors vous connaissez certainement tous ce métier pour avoir déjà aperçu les véhicules un peu partout. Donc, sans lui, les patients malades, blessés et accidentés ne pourraient pas aller vers les différents centres de soins. Merci, Jérémy. Pouvez-vous nous parler de votre métier, de votre quotidien? Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Durand Jérémy, 38 ans. Je suis gérant des ambulances Pivot 33 sur Bordeaux depuis 2012. Moi, je suis ambulancier depuis 2007, donc depuis l'âge de 20 ans. Le métier d'ambulancier, il se définit par le transport de patients d'un point A à un point B. Donc, ça peut être en direction d'un hôpital ou d'un cabinet pour faire des soins, ou au retour justement d'un hôpital. On peut aussi ramener des patients à domicile qui se font mal, par exemple l'été sur les plages, et qui habitent à 500-600 km de Bordeaux, et les ramener chez eux parce qu'ils sont dans la capacité de conduire leur véhicule. Donc, dans le métier d'ambulancier, c'est un métier qui est très diversifié. Il peut y avoir justement de l'ambulance, donc c'est ce qu'on voit sur les photos, avec le patient qui est mis en position allongée ou demi-assise dans un brancard, parce qu'il n'est pas dans la capacité de se transférer tout seul. Vous avez les transports VSL, donc c'est les petites voitures blanches que vous voyez un peu partout avec des croix bleues dessus. Donc là, c'est des patients qui sont un peu plus autonomes. C'est pas ce qu'on voit là. Ah non, ça c'est une ambulance, hein, c'est pas le. Ça, c'est une ambulance, oui. Ouais. Donc des patients qui sont un peu plus autonomes. Vous avez des TPMR, donc ça c'est des véhicules où on rentre directement le patient avec le fauteuil roulant dans le véhicule pour pouvoir effectuer le transport, ce qui évite un transfert du patient et des manipulations qui sont souvent difficiles soit pour les équipages ou soit pour les patients. Ensuite, dans le métier d'ambulancier, vous avez les régulateurs. Donc ça, c'est des personnes qui sont au bureau et qui réceptionnent tous les appels et qui coordonnent tous les transports pour que les ambulances arrivent à l'heure, pour que les trajets soient minimisés, les temps d'attente aussi. Vous avez quelques sociétés qui font du funéraire aussi, dans la continuité justement de l'activité. Et vous avez une grosse partie qui est méconnue, c'est de l'urgence préhospitalière. Donc, les ambulances sont en relation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le SAMU, au même titre que les pompiers. Et nous sommes habilités à faire des interventions au domicile des patients. La voie publique reste privilégiée pour les pompiers. Voilà. Donc, les journées de travail sont très différentes d'une journée à l'autre, parce que justement, on peut passer de faire une urgence à amener un patient pour aller au kiné, pour aller à la dialyse, pour aller en consultation. Donc, aucune journée se ressemble. C'est un avantage du métier. Donc après, pourquoi moi, j'ai eu envie de faire ce métier? J'ai commencé le secourisme à l'âge de 17 ans dans des associations à la protection civile de la Gironde. Et à l'âge de 20 ans, parce qu'il y a une certaine durée pour l'instant, on ne peut pas être ambulancier avant 3 ans de permis. Avant, c'était 2 ans qu'on était accompagné. C'est pour ça que j'ai commencé moi le métier à 20 ans. Parce que j'aimais la route, j'aimais le contact, j'aimais le secourisme. Donc, ça reliait un peu mes 3 passions. Donc, j'ai commencé ce métier.
Et au bout de 6 ans d'activité en tant que salarié, j'ai décidé avec mon associé de racheter une société qui était en vente et de monter petit à petit les échelons. On a commencé, nous, il y a 12 ans, où on avait 3 salariés et 2 ambulances, un petit VSL. Aujourd'hui, on a 11 VSL, on a 17 ambulances et on a une centaine de salariés. Et vous êtes à la tête de cette Oui, entreprise? on est deux gérants à la tête de cette société. Dans une société ambulance, il y a aussi toute la partie administrative, surtout quand les sociétés sont assez importantes, où on a de la RH à gérer, on a de la facturation, parce que nous, nos moyens de rémunération, c'est soit les transports sont payés par la sécurité sociale, par les patients, mais c'est une toute petite partie des transports. C'est des transports qui sont non remboursés par la sécurité sociale. Et ensuite par les hôpitaux, parce que certains transports sont pris en charge par les hôpitaux. Alors, on avait des questions. On a une question, oui, du lycée Lousteau. Donc, c'est Léna qui demandait où peut-on exercer ce métier et chez les pompiers, en l'occurrence, par exemple. Alors, les pompiers, on fait partie de 2 ministères différents. Les pompiers font partie du ministère de l'Intérieur et nous, de la Santé. Donc, même si les gestes techniques sur l'urgence sont les mêmes, le diplôme de pompier n'est pas valable dans les ambulanciers et inversement. Donc, nous, on peut le pratiquer partout en France. Il y a des sociétés d'ambulance partout dans tous les départements de France. Alors, il y a une autre question de Maxence. Donc, vous y avez un peu répondu déjà tout à l'heure, mais pas totalement. L'ambulance est-elle un véhicule prioritaire? À quel moment et à quelle vitesse les ambulanciers sont-ils autorisés à conduire? Bonne question. Je me suis toujours posé la question d'ailleurs. Donc, les véhicules, les ambulances deviennent prioritaires dès lors qu'ils sont mandatés par le SAMU. Donc, ce que je disais un peu tout à l'heure sur l'urgence préhospitalière. Donc, dès qu'une ambulance est mandatée par le SAMU, elle a un numéro de mission qui fait basculer le véhicule en véhicule prioritaire. Okay. Si le SAMU ne mandate pas, parce qu'on peut aussi être envoyé sur des urgences par des médecins traitants, là on devient un véhicule à facilité de passage et donc on ne doit pas passer les feux, on doit respecter quand même la circulation. Le véhicule, que ce soit ambulance, pompier, policier, tous les véhicules d'urgence sont prioritaires dès lors qu'ils ne mettent pas la vie d'autrui en danger. Donc la question de la vitesse, si en ville c'est 50 km/h mais que c'est totalement bouché, vous n'allez pas pouvoir rouler à 50 km/h, vous allez vous rouler 20-30 km/h au-dessus de la vitesse des autres usagers. Voilà. Et donc, il y avait une autre question de Mélina. Qu'est-ce qui est le plus difficile ou compliqué dans votre métier? Alors, ce qui est le plus compliqué dans notre métier, c'est les horaires des patients. On en a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a des roulements comme tous les métiers de la santé, hein, presque, où on peut travailler de jour, de nuit, les week-ends. Donc, ça, c'est ce qui est difficile. On est aussi astreint aux conditions météorologiques, hein, parce qu'on est quand même, on prend les patients chez eux, mais on est souvent en extérieur pour les transférer dans l'ambulance. On ne peut pas rentrer dans des allées privées. On a les patients. Des fois, ça peut être compliqué selon les pathologies des patients. La prise en charge peut être compliquée. Et c'est le stress parce que étant avec les horaires à respecter, avec la route, aujourd'hui, en prenant l'exemple de Bordeaux où il y a de plus en plus de trottinettes, de vélos sur les boulevards, tout ça, ça engendre du stress quand même sur la route. Le travail peut être physique aussi, comme tous les métiers de la santé, où il faut déplacer des patients, transférer des patients, il faut porter, il faut monter des escaliers avec des patients parce que il n'y a pas d'ascenseur chez eux. Donc ça, c'est un travail aussi qui peut être physique. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Jérémy, pour toutes ces précisions. On reviendra un petit peu sur les avantages et inconvénients. Une question. Oui. On a une question des 5e du collège de Montendre.
Quels sont les inconvénients de votre métier? C'est un peu ce que je viens de dire, non? Oui, mais Ouais. bon. Mais alors, si je peux me permettre, on va détailler ça après. Dans la partie juste après, on va d'abord présenter Alexandra et puis après, on va revenir. On ne vous oublie pas, le Collège de Montante, on répondra à cette question. Merci beaucoup, Sandrine. Jérémy, on revient juste après. On va accueillir Alexandra, France. Donc Alexandra, elle soigne, elle accompagne les patients. Son rôle est essentiel dans l'équipe de soins avec les différents corps de métier de la santé pour le bon rétablissement des patients. Alexandra, pouvez-vous nous parler de votre métier et de votre quotidien? Bonjour à tous, donc je suis Alexandra, je suis aide-soignante depuis 23 ans. J'ai fêté mes 23 ans de carrière il y a 2 jours. Waouh! Oui, essentiellement de nuit, donc pendant ces 23 ans. Je suis actuellement en poste au service des urgences et de chirurgie générale. Pour faire un lien avec Jérémy, précédemment, je travaille avec différents corps de métier, effectivement. Je suis amenée à appeler des ambulances quand je suis au service des urgences, pour faire un retour à domicile, par exemple, ou j'accueille des patients arrivés en ambulance. Je travaille donc avec les pompiers, je travaille avec le SAMU, je travaille avec la police, donc police nationale, gendarmerie, ça m'arrive. Et puis différents corps de métier, donc en premier lieu, mes collègues infirmiers, mon médecin urgentiste quand je suis aux urgences. Je travaille également avec des radiologues, je travaille avec la pharmacie, je travaille avec l'anesthésiste, le chirurgien. Voilà, bref, énormément de corps de métier de la santé. On travaille tous ensemble, on essaye de collaborer tous ensemble. Donc moi, sur mes horaires de nuit, là où je travaille en 12 heures. Donc je prends mon poste le soir à 19 heures et je finis le lendemain matin à 7h15. Voilà, donc des amplitudes de 12 heures. Les amplitudes de nuit et de jour, ça dépend des structures et les services. Voilà, vous pouvez avoir des structures qui travaillent en 7 heures, en 10 heures ou en 12 heures. Quels sont mes rôles? Essentiellement aux urgences de nuit, donc en manque d'effectifs. Mon rôle d'aide-soignante se travaille en plusieurs rôles différents. Je peux être amenée à faire les entrées administratives. Je peux être amenée à brancarder, donc amener les patients du service des urgences à la radiologie pour qu'ils passent des radios ou des scanners. Je suis donc amenée à faire également le ménage dans les box quand les patients sortent, puisqu'on n'a pas de femme de ménage la nuit, donc ni de secrétaire médical. Et puis, donc l'installation en box des patients, la prise des constantes, ce qu'on appelle des constantes vitales. Donc, vous connaissez tous la tension artérielle, les pulsations, le taux d'oxygène, la température. Je réponds aux sonnettes, je fais des aides d'hygiène, donc les aides à la toilette, les aides au repas, je lève les patients, donc ça va être de l'aide à la marche. Je suis donc là, ce que vous voyez, c'est un électrocardiogramme que j'utilise, voilà, parce que je suis amenée dans mon service à faire des électrocardiogrammes pour voir l'activité cardiaque. Vous connaissez certainement le mot infarctus. Donc cet appareil consiste à faire un tracé cardiaque pour voir si le cœur va bien. Donc ça, c'est pareil, ça dépend le type de structure où vous travaillez, ça dépend les services où vous travaillez. Il y a des services où vous serez amené à faire les électrocardiogrammes et qui seront lus après, bien sûr, par le médecin. Donc ça dépend le type de service et le type de structure. Là, vous avez plusieurs types de matériel. Donc le brancard que j'utilise, voilà, donc ça, c'est un type de brancard qui est très pratique. Il y a d'autres modèles qui sont un peu moins pratiques. Vous avez également donc, des étuis péniens avec une poche collectrice d'urine. Je suis amenée dans mon métier d'aide-soignante à poser ce type de matériel. Donc ça, c'est spécialement pour les hommes. C'est pour éviter que les messieurs, donc ça peut être des jeunes comme des personnes âgées, s'urinent dessus et soient souillés. Donc ça permet qu'ils restent au sec et évite bien sûr du coup tout ce qui est infection, mycose, infection urinaire, irritation, etc. Je suis amenée à faire également des échographies. Donc, alors là, vous avez à gauche ce qu'on appelle une pompe à morphine. Donc ça, c'est souvent utilisé en post-chirurgie. Donc ça, c'est pour surveiller. Vous voyez le petit bouton vert, c'est ce qu'on appelle des bolus. Donc les patients peuvent appuyer dessus et se faire des bolus de morphine. La machine est sécurisée, il n'y a pas de surdosage.
Donc ça, je suis amenée, quand je fais mes postes chirurgie, à vérifier qu'ils n'ont pas trop pris de morphine. Vous avez au-dessus donc ce qu'on appelle un scope cardiaque, donc un scope de surveillance où vous avez donc le tracé cardiaque, les pulsations, la température, la fréquence respiratoire et le taux de saturation en oxygène. Donc dans chaque box, il y a un scope de surveillance qui est relié à l'infirmerie où nous avons tous les scopes de surveillance. Donc, on peut surveiller à la fois à l'infirmerie et à la fois dans les box. Et en dessous, donc c'est un appareil portatif que j'utilise également. C'est pour faire des échographies de la vessie chez les femmes comme chez les hommes. C'est souvent utilisé en ce qu'on appelle en rétention urinaire, c'est-à-dire que les gens n'urinent plus depuis quelques heures et au bout d'un moment, ça fait mal. Donc en fait, je vais faire une petite échographie de la vessie pour voir la quantité d'urine dans la vessie. Et suivant le dosage, eh bien, on fera un soin différent. Je fais également des soins de nursing, donc ce qu'on appelle les protections, les couches pour vous. Voilà, donc nous, on n'utilise pas ce terme. Et puis, bien sûr, les soins mortuaires, puisque malheureusement, dans le métier de la santé, nous avons souvent, malheureusement, affaire à la mort. Donc, je m'occupe des patients défunts et de leurs familles. Merci beaucoup, Alexandra. C'était très Merci. complet. On a pu découvrir du matériel. Merci beaucoup. Sandrine, je crois qu'on a des questions. Oui, Ouais. oui, beaucoup d'intérêt pour Ouf. votre métier, Alexandra. Le collège de Martignas-sur-Jalles, est-ce que vous avez déjà pensé à vous mettre à votre compte? Alors, en tant qu'aide-soignante, je ne peux pas me mettre à mon compte. Il n'y a pas, c'est pas comme les infirmières où elles peuvent être libérales. En tant qu'aide-soignante, nous n'avons pas ce droit. Par contre, nous pouvons dépendre d'un établissement hospitalier qui fait du soin à domicile et on peut faire partie d'une équipe à domicile. J'ai pas compris, Alexandra, parce qu'une infirmière peut se mettre à son compte, non? Oui, une infirmière peut se mettre à son compte, elle peut Et être vous, non? infirmière donc libérale, mais en tant qu'aide-soignante, non. Ah bon? Ok, bah, j'apprends quelque chose. Nous Sandrine, je crois avons, qu'il y en avait une autre. oui, une autre question des 5e du collège de Montendre. Comment faites-vous pour travailler la nuit? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Quand dormez-vous? Alors, c'est sûr qu'en début de carrière, c'est difficile. Quand on commence les nuits, c'est sûr que c'est difficile, selon les amplitudes. Donc, moi, je travaille en 12 heures, donc je suis moins, du coup, à la clinique. Si vous travaillez en 7 ou en 10 heures, c'est sûr que vous y revenez plus. Donc, du coup, au début de carrière, c'est sûr que c'était difficile. Ensuite, on s'habitue au rythme, tout simplement. Et je dors la journée, du coup. Je dors le matin quand je rentre, si mes voisins font pas trop de bruit. Ça, c'est un inconvénient du métier. Donc, je dors en journée. Voilà, je suis un petit peu à l'inverse de tout le monde. Bah, merci beaucoup, Alexandra. On va maintenant passer donc aux avantages, inconvénients et les qualités requises de vos différents métiers. On va commencer avec Stéphane. Stéphane, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, Julie. Vous nous entendez, formidable. Stéphane, donc, on en avait parlé un petit peu ensemble, avantages et inconvénients du métier de care manager. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, comme indiqué, l'avantage, c'est la liberté d'organisation, c'est-à-dire que je gère mes journées comme je veux. Si j'ai besoin d'une heure pour les ambassadeurs métiers, c'est très facile pour moi, dans le sens où Et c'est important. voilà, je gère mon planning, donc avec une certaine autonomie. Alors, il y a le pour et le contre, c'est-à-dire que si je ne travaille pas, moi, dans la caisse, rien ne rentre. Mais en tout cas, j'ai cette liberté que je n'avais jamais eue auparavant. Quand on est salarié, on a des comptes à rendre beaucoup plus que quand on est à son compte. Aujourd'hui, mon métier m'apporte une véritable satisfaction parce que j'arrive justement à satisfaire les besoins des seniors que j'accompagne, grâce notamment à des professionnels comme Alexandra aussi, parce que c'est important, et les ambulanciers aussi. Donc voilà, mais tout ça, je ne pourrais jamais le faire tout seul en fait, mais j'ai aujourd'hui un réseau de professionnels qui m'aident à apporter ces solutions. Et le principal pour moi, c'est justement cette satisfaction au niveau des familles que j'apprécie énormément. Les inconvénients, oui, il y a une amplitude de travail, mais quand on aime, quelquefois, on ne compte pas. Donc voilà, mon statut de micro-entrepreneur fait qu'il y a une
peu de couverture sociale. C'est-à-dire que si je suis en arrêt maladie, c'est compliqué pour moi. Si j'ai une baisse d'activité aussi, ça reste compliqué parce que, comme c'est marqué, en fait, la fluctuation des bénéficiaires, les gens que j'accompagne, j'ai des gens qui partent en EHPAD où là, je m'en occupe beaucoup moins, puisque la majorité des gens veulent rester à domicile, mais quelquefois, il n'y a pas d'autre solution. Et surtout, j'ai des personnes qui décèdent. Et donc, je suis confronté à cette fluctuation au niveau des bénéficiaires. Mais voilà, ma vraie satisfaction, c'est que chaque famille a ses propres besoins, a sa propre histoire. Et c'est là où je me régale de les accompagner jusqu'au bout. Et moi, j'ai une question. Est-ce que le fait d'être, vous êtes quand même un pilier après au sein de la famille, enfin, Oui. vous devenez quand même hyper important. Est-ce qu'on arrive à prendre de la distance au niveau affectif à un moment donné? Enfin, parce que ça ne doit pas être évident quand même. Alors, j'ai 52 ans, ça m'aide beaucoup, dans le sens où cette expérience-là, Oui. de garder en fait, de trouver la bonne distance. Oui. Je pense pas qu'on puisse, enfin, en tout cas, ça s'acquiert avec le temps. Oui. Moi, quand j'étais DRH et directeur d'EHPAD, j'ai aussi beaucoup côtoyé les décès en fait des personnes. Et c'est vrai que il faut prendre du recul par rapport à ça. D'autant plus que quand c'est des personnes âgées, on est plus dans une logique du fait du décès d'une personne âgée que voilà, de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Maintenant, c'est un travail de tous les jours. C'est sûr qu'il arrive certaines nuits où je ne dors pas beaucoup, mais ça, c'est pas, voilà, ça fait partie du métier aussi. Merci beaucoup, Stéphane. On va voir aussi donc, les avantages et inconvénients du métier d'ambulancier. Jérémy. Votre micro est fermé, je crois, Jérémy. Ah. C'est bon? Ah oui, c'est bon, on vous entend. Donc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les avantages du métier d'ambulancier, c'est qu'il n'y a pas de monotonie dans les journées. Et vous aviez mis un point qui est quand même important, l'adrénaline. Et justement, sur la partie urgence, ça peut être calme et tout d'un coup partir. L'adrénaline de savoir de pas savoir sur quel patient on va partir. Ça, c'est voilà, la conduite en urgence, tout ça, c'est quelque chose qui crée une petite adrénaline. En avantage, il y a le travail en équipe. On est toujours deux dans une ambulance. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Et j'avais mis être en contact avec de nombreuses personnes de tout âge, de toute catégorie sociale et culturelle. Et c'est très intéressant si on s'intéresse un peu aux patients, on apprend tous les jours. Voilà, et même après 30, 40 ans de carrière, on a toujours des choses à apprendre de nos patients. Donc ça, c'est vraiment, moi, ça fait partie des avantages. Et les moins, donc les horaires décalés, parce que les patients n'ont pas... Ça peut aussi être un avantage, non? Les horaires décalés, Alors, parfois. ça peut être un avantage, c'est souvent vécu comme un désavantage une fois qu'on a des enfants, hein, parce que là, il faut souvent avoir des horaires fixes. Nous, les dialyses commencent à peu près à 6 heures du matin et les derniers transports se finissent vers 20 heures le soir. Donc après, il y a des décalages d'équipe. Nous, notre société a choisi d'être en 12 heures aussi. Donc c'est entre 3 et 4 journées de 12 heures par semaine. D'accord. Mais ça permet d'avoir des journées de libre. Il y a d'autres sociétés qui sont 5 jours par semaine avec des plus petites amplitudes. Donc ça, c'est pareil, ça dépend des structures. Dans les désavantages, il y a le stress, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, la route, les patients. Voilà, pour circuler à 17 heures le soir, c'est plus stressant que circuler la journée ou la nuit, parce qu'il y a aussi des équipes de nuit qui travaillent, où là, la route, à part quand on part en campagne avec les animaux, mais sinon, dans le centre de Bordeaux, c'est beaucoup plus calme. Le travail physique, ça peut être un désavantage, parce que nous, le principe, c'est qu'on est quand même 80% du temps dans la voiture, donc assis, et sur les 20% d'activité, on peut avoir des charges lourdes à porter. Et donc, si on n'est pas préparé le matin, ça peut
il peut y avoir Oui. de nombreuses blessures. Le salaire, c'est le métier d'ambulancier, on le verra sur les qualifications, c'est un métier avec un niveau bac. Donc, on est sur un salaire proche du SMIC. Alors, il y a quand même des avantages avec des paniers repas qui sont non fiscalisables et tout ça. Mais voilà, c'est pas des salaires qui sont très très hauts. Ok. Et après, sur le métier, c'est vrai que toute la palette du métier est peu connue. On nous prend souvent pour des taxis, mais il y a vraiment un vrai métier derrière ça, avec une vraie formation et des vraies connaissances. Donc, On va y venir sur les formations, justement. Merci beaucoup, Jérémy. Alexandra? Oui. Eh ben, Alexandra, juste pour savoir donc, les avantages et inconvénients de votre métier. Eh bien, les avantages, donc c'est plusieurs rencontres multiples, hein, que ce soit avec les patients, les familles, les personnels pluridisciplinaires de la santé. On finit par connaître nos collègues ambulanciers, nos collègues pompiers, à force de les voir régulièrement. Ensuite, on est toujours en apprentissage. On apprend toujours quelque chose de la santé au niveau médical. Moi, j'apprends encore des choses au bout de 23 ans de carrière, que ce soit donc sur le médical ou apprendre à utiliser donc du matériel. Voilà, on apprend sans cesse. Mais la diversité des lieux de travail, on peut travailler donc aux urgences, on peut travailler en chirurgie, on peut travailler en service de médecine, on peut travailler en maison de retraite, dans le milieu du handicap, etc. Et puis, le travail en collaboration pluridisciplinaire, donc ce que je viens de citer, on travaille avec énormément de gens. Et puis, le choix de l'amplitude de travail, on a le choix de travailler soit de jour, soit de nuit, ou faire les deux, selon ce qu'on est. Les inconvénients, malheureusement, c'est l'effectif réduit. Comme je vous ai indiqué, moi, je fais plusieurs postes sur mes horaires, femme de ménage, etc. Voilà. Même en service de jour, on est en manque d'effectifs. Le manque de matériel, souvent, il nous manque régulièrement du matériel pour travailler, que ce soit des pieds à perfusion, que ce soit des protections pour les patients. Voilà, toujours quelque chose qui manque, donc c'est très pénible. Faire face à la douleur, l'agressivité et à la mort. En début de carrière, c'est très compliqué. Au bout de 23 ans, c'est toujours compliqué. On ne s'habitue pas. Je pense que si on s'y habitue, il faut changer de métier à un moment donné. Et puis, on est souvent rappelé sur les jours de repos, on travaille donc les week-ends, les jours fériés, vacances scolaires. Donc voilà. Ouais, Et, ouais, et le salaire aussi, j'aurais pu rajouter aussi le salaire. On ne fait pas ce métier pour le salaire. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, on commence à être un petit peu pris par le temps, hein. Ce qu'on va faire, on va passer assez rapidement, mais je vais quand même laisser Stéphane nous dire les grandes qualités requises pour être care manager. J'ai oublié mon micro. Les principales qualités, à mon sens, alors bien sûr une bonne connaissance du réseau et de tout le monde de la dépendance, être très très méthodologique puisque il faut pas se tromper de famille avec qui on est en face, être très organisé en tout cas, hein. Disponible, réactivité, ça fait partie d'un package. Donc voilà, il faut donner cette disponibilité aux personnes que vous accompagnez. Comme je disais tout à l'heure, souvent ils ont l'impression que c'est une urgence, donc il faut vraiment être là et répondre. Je ne peux pas me permettre de répondre 2 jours après. Si c'est par téléphone, je réponds dans l'heure, c'est sûr. Si je dois me déplacer, c'est dans les 24 heures. Voilà, ça fait partie de très grande réactivité. Exactement. Et bien sûr, empathie, en fait, il faut aimer les gens, quoi, parce que je m'inspire de leur histoire de vie pour justement trouver les solutions. Je peux passer énormément de temps avec eux et c'est ce que j'apprécie aussi. Ouais. C'est des solutions différentes pour chaque famille, en fait. Une famille a une solution. Donc. Merci beaucoup, Stéphane. Jérémy, si j'arrive à passer ma diapo. Voilà. Jérémy, les qualités requises pour devenir ambulancier, ambulancière. Donc, j'ai marqué l'endurance parce que le rythme de travail est assez soutenu. Donc, c'est vrai qu'il faut être endurant. On est souvent au volant quand même.
Ouais. Donc, il faut pas s'endormir au volant, ça serait moyen. Vaut mieux. Le sens de l'orientation, il n'est pas obligatoire parce que dans une ambulance, il y a 2 personnes, donc celui qui a le plus de sens d'orientation peut conduire. L'empathie, c'est vrai qu'on est comme dans tous les métiers de la santé, hein, il faut de l'empathie. La patience, ça va avec, voilà, il faut, selon les cas d'intervention ou de prise en charge, il faut être patient. C'est vrai que la méthodologie en fait partie aussi. Parce que on peut, avec de la méthodologie, s'économiser et se créer moins de stress. Et je rajouterais, faut aimer conduire, non? Oui, après, il y en a qui n'aiment pas trop conduire et qui sont quand Ah même, bon? parce que en fait, si on fait beaucoup d'urgence, il y a des équipes quand même qui sont spécialisées dans l'urgence. C'est des équipes qui font pas plus de 100 km par jour parce que Enfin, quand ils même, il faut font déjà entre faire 100 7 et 10 km. interventions par jour, mais c'est sur un secteur qui est restreint. Et en ce moment, malheureusement, il y a beaucoup de temps d'attente sur les urgences, mais voilà, c'est très peu de route. Après, vous pouvez faire du 1200, 1300 km dans la journée. Ça, c'est quand on part sur du rapatriement sanitaire, ou là, oui, il faut aimer conduire. Oui. Ok. Merci beaucoup, Jérémy. Alexandra, les qualités d'aide-soignante? Eh bien, donc, l'écoute, il faut être à l'écoute des patients, il faut être à l'écoute des familles, des accompagnants. L'observation, on est toujours dans l'observation. On regarde nos patients, on regarde l'état cutané, on regarde s'ils ne sont pas déshydratés, on observe les scopes médicaux. L'empathie, forcément, comme Jérémy l'a dit. Le travail pluridisciplinaire, on n'est pas seul, on est en équipe, vraiment, on travaille en équipe. Et puis, selon les services, bien sûr, le sens de l'organisation et des priorisations des soins, la réactivité. Au service des urgences, il n'y a pas le choix que d'avoir ces qualités. Merci beaucoup, Alexandra. Maintenant, je pense qu'on va laisser la parole à François, qui va tout vous dire sur les différentes formations. Donc, on va commencer avec Care Manager. Alors, je vais présenter pour ce métier-là en particulier qui est nouveau des parcours qui permettraient d'acquérir une certaine expérience dans le secteur. Je laisserai bien sûr Stéphane compléter ma présentation. Je vous promets, c'est la diapositive la plus compliquée, mais je vais vous l'expliquer. Alors, comme vous êtes essentiellement élève de collège, il faut savoir qu'à ce jour, il n'existe pas de formation complètement dédiée au métier de care manager tel que Stéphane vous l'a présenté. Et donc, j'ai fait le choix de vous montrer quelques parcours qui pourraient vous amener si vous êtes intéressé à être utile aux autres, à aider et aimer les gens, comme j'ai bien aimé ce qu'il a précisé tout à l'heure, quelques formations qui pourraient vous amener à essayer d'acquérir une certaine expérience et peut-être lorsque le temps sera venu que vous aurez obtenu un baccalauréat, à ce moment-là, peut-être que des formations seront proposées en master en particulier. Il y en existe une ou deux, hein, mais je préfère pas vous les présenter parce que vous êtes loin de ces études-là et d'ici là, ces formations-là auront sans doute changé. Peut-être que la profession se sera organisée et des diplômes spécialisés existeront. Mais en attendant, donc, il faut choisir après la troisième plutôt un bac général, si c'est possible, ou un bac technologique. Vous avez ici des liens. Et aujourd'hui, des formations après le bac qui sont vraiment dédiées dans ces filières-là sont essentiellement le bachelor universitaire de technologie, le BUT carrière sociale, qui se décline avec diverses possibilités. Et donc là, c'est un diplôme qui se fait en 3 ans après le baccalauréat. D'autres formations en 2 ans existent, en particulier des BTS pour former des personnels qui sont qualifiés, par exemple, pour gérer l'économie familiale, etc. On est quand même loin de l'exercice tel qu'a l'a précisé Stéphane. Il faudrait ensuite, à l'occasion des stages qui sont obligatoires dans ces formations-là, peut-être colorer ce parcours-là en travaillant dans des structures spécialisées et choisir d'aller vers les autres
autre et vers les soins au grand âge. Alors, d'autres professions pourraient convenir également. On pourrait partir et choisir de devenir infirmier ou infirmière, par exemple, et là, travailler dans ce secteur-là, ça peut être aussi une possibilité. L'idée, et je laisserai peut-être Stéphane compléter, c'est d'acquérir toujours cette expérience qui, selon moi, est vraiment nécessaire pour l'exercice de care manager. D'autres métiers, par exemple assistante sociale ou le diplôme d'état de conseiller économique, social et familial. Voilà pour ce métier-là. Stéphane, peut-être en un mot, si vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci François, je pense que c'est très pertinent. C'est des pistes en fait pour accéder à ce métier-là. Je m'aperçois qu'il faut peut-être que j'invente le diplôme justement de care manager. Mais voilà. peut-être, Stéphane. Ouais, je vous invite Eh ouais. à organiser la profession, mais elle a beaucoup. Je pense que c'est en cours. Moi, Oui. en faisant quelques recherches, j'ai trouvé Ouais. quelques petites formations, mais Voilà. je préfère ne pas les présenter pour les raisons que j'ai dites au Oui, début. tout à fait. On peut passer sur un autre, sur Jérémy. Je pense que là, la profession est vraiment bien organisée. Là encore, Jérémy, je vous invite à compléter ma présentation si j'ai fait une erreur ou vous souhaitez intervenir. Donc là, par contre, il existe un diplôme spécialisé, ça s'appelle le diplôme d'état d'ambulancier, hein, qui est tout à fait envisageable, mais pour pouvoir y accéder, il y a des prérequis indispensables et le principal, vous l'avez sans doute deviné, c'est d'avoir le permis de conduire. Ensuite, il y a d'autres certifications qui est nécessaire d'obtenir, une attestation préfectorale, à être apte avec une visite médicale. Et en partant de la troisième, ben là, pour le coup, vous pouvez, en attendant d'avoir l'âge de passer le permis, passer un baccalauréat, c'est vraiment nécessaire. Et deux voies, encore une fois, sont possibles. La voie générale et technologique, après, donc partir en seconde, passer un bac général, celui que vous le désirez, il n'y a pas de souci. Ou un bac techno, là aussi, vous pourriez prendre n'importe lequel d'entre eux, mais il y en a un qui est dédié au secteur sanitaire et social, c'est le bac technologique, sciences et technologies de la santé et du social, qui est vraiment très adapté. Pour la voie professionnelle, donc là, il y a j'ai sélectionné 2 bacs pro qui seraient adaptés. Le bac professionnel accompagnement soins et services à la personne et le bac pro métier de la sécurité, qui oriente plutôt vers le métier de sapeur-pompier, mais qui peut être déjà quelque chose qui s'en rapproche. J'ai ajouté une profession dont a parlé indirectement Jérémy, c'est la profession d'auxiliaire ambulancier et auxiliaire ambulancière. Là, il s'agit de personnes qui sont aptes à conduire des VSL, des véhicules sanitaires légers, je crois que c'est ça la définition, qui n'ont pas les compétences pour intervenir sur quelques gestes. Là, si je me trompe, Jérémy, surtout vous intervenez. Mais en ayant un temps d'exercice de cette profession, vous pouvez aussi préparer le diplôme d'État. Jérémy, je vous en prie. Alors, ouais, l'auxiliaire ambulancier, donc c'est l'auxiliaire ambulancier, c'est l'aide au diplôme d'État, donc il peut intervenir aussi pour faire des urgences. Il sera toujours accompagné d'un DEA, donc diplôme d'État d'ambulancier. L'auxiliaire ambulancier, c'est 3 semaines de formation. Le diplôme d'état d'ambulancier, c'est 7 mois de formation. Il va y avoir, on espère, dans la profession, des VAE qui vont être mis en place pour que les auxiliaires ambulanciers qui ont plus de 3 ou 5 ans d'expérience passent en tant que diplôme d'État, justement avec une VAE. Effectivement, c'est ce que j'ai vu passer. C'est ça. Merci Alors, beaucoup. merci Jérémy. Ils sont en train aussi de parler, donc ça ne sera pas cette année, c'est sûr, mais pour créer un bac pro ambulancier aussi, Ah, où à super. l'intérieur de ce bac pro, les élèves passeraient leur permis de conduire, passeraient des stages de conduite et sortiraient à l'âge de 18 ans avec le métier d'ambulancier. Ok. Eh bien, on sera vigilant lorsque ça va exister. Mm. Merci Jérémy. Alors pour Alexandra, là également, la profession est bien organisée avec le diplôme d'État d'aide-soignant et d'aide-soignante qui se prépare après avoir réussi l'accès à une école spécialisée. Donc là, un parcours qui peut se faire soit après la voie professionnelle, soit après, encore une fois, un bac général ou un bac technologique.
Et là, vous y retrouvez effectivement le bac professionnel à SSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Il existe aussi dans les territoires ruraux le bac pro service aux personnes et animation dans les territoires que vous pouvez retrouver en cliquant sur les liens que j'ai indiqués sur ces diapositives. Et le bac pro technologique sciences et technologies santé et du social, ST2S, qui peut être une porte d'entrée. Voilà, donc la formation se prépare dans une école spécialisée et on obtient le DES après quelques mois de formation. Voilà, je laisse Merci Alexandra beaucoup. rajouter. Pardon. Oui, C'est fini. Alexandra, si vous voulez rajouter quelque chose. Juste rajouter que l'école d'aide-soignante, du coup, il y en existe plusieurs sur Bordeaux, Effectivement. Libourne, etc. Et l'école donc est sur 10 mois. C'est une formation de 10 mois, partagée entre stage en milieu hospitalier et autres, et donc du coup les cours. Donc c'est théorique et pratique. Voilà. Ok. Et c'est de la formation Excusez-moi, continue. c'est Jérémy, si je peux rajouter quelque chose, c'est Oui. qu'aujourd'hui, il y a des passerelles qui sont mises en place et on a des troncs communs, ce qu'on appelle entre la formation d'aide-soignant et d'ambulancier. Donc, un ambulancier et un aide-soignant qui veut devenir ambulancier aura moins de temps de formation. Donc voilà. Ok. Et je rajouterais oui. juste que ensuite, en tant qu'aide-soignante, on peut graduer infirmière, etc., en faisant les écoles, etc., etc. Voilà. Ok. Merci beaucoup Merci. en tout cas. Est-ce que Sandrine, il y a des questions ou pas? Pas d'autres Non. questions, non. Alors nous, on avait eu une question à France de Pauline qui nous demandait que peut-on faire suite à un échec en passe? François, alors PA2S, le Oui, pass? c'est l'accès, c'est la licence de santé à l'université pour faire des études médicales. Donc là, Je sais pas la si on peut solu- répondre comme ça assez rapidement ou est-ce que... Oui, je vais y répondre rapidement. Il s'agit dans ce cas-là de se retourner vers les formations paramédicales, donc le métier d'infirmier, le métier d'aide-soignant et les passerelles dont parlait Alexandra ou Jérémy sont là pour effectivement progresser et aller peut-être accéder à ces formations-là. Par contre, l'accès aux professions médicales aujourd'hui est réglementé. Il serait nécessaire de retenter de s'inscrire sur Parcoursup à nouveau si elle n'a pas les accès, mais il y a pas d'autre moyen pour devenir médecin, hein. Là, voilà, il faut réfléchir à un nouveau parcours. Ok, merci beaucoup. France, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que Eh je ben, je crois regardais qu'on les questions, je crois qu'on a fait le tour. on est dans le timing. Écoutez, c'est formidable. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous. Pour tous les collèges qui étaient présents, on espère que ce petit webinaire vous a plu, que ça a répondu à vos questions surtout. Et ce qu'on va faire, on va vous envoyer avec France les PowerPoint que vous avez, enfin les petites fiches, plus les fiches des formations avec des liens cliquables. Donc un grand merci à Alexandra, Stéphane, Jérémy pour avoir pris du temps. Parce que vous êtes venus, vous avez pris du temps sur vos journées de travail pour nous parler de vos métiers. Voilà, on a une petite musique. Alors attendez, parce que moi, il faudrait que je partage. Je ne sais plus où j'en suis, moi, sur mon écran. Bon, c'est pas grave. Ah bah non, ça coupe à chaque fois que j'essaie de partager un truc. Allez-y, France, vous pouvez la remettre sinon. Et je voulais aussi remercier François, voilà, qui est présent à chaque fois pour nous parler donc des formations. Et je remercie, même s'il est caché, vous ne le voyez pas, Ludovic, qui est à la régie et qui a fait toute la réalisation de ce webinaire. Et un grand merci à Sandrine qui a géré le chat. Voilà, on est une petite équipe, on essaye de s'étoffer, hein, voilà, pour essayer de faire encore mieux, en tout cas sur la technique. Et puis un grand merci à mon binôme de webinaire, France, avec qui on a préparé tout ça. Voilà. Et à très bientôt. Et on vous dit rendez-vous, si vous voulez, pour le prochain, le 10 mars, pour le monde du spectacle. Encore plein de nouvelles aventures. À bientôt.